Deux jeunes filles disparaissent dans la jungle du Panama. On ne retrouvera qu'une vidéo et les squelettes. 5 hommes abandonnent leur voiture et meurent l'un après l'autre dans une forêt. Un homme disparaît, on le retrouve emmuré dans la cheminée d'une cabane. Tous ces meurtres non résolus ont poussé Geoffroy Claustrio, auteur, à reprendre ses cold cases, d'en écrire un ouvrage, Les dossiers de l'impossible, crimes et disparitions. Notre auteur répondra aux questions suivantes. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à assassiner une autre personne? Pourquoi certains serial killers gardent les deux mains de sa victime en trophée? Comment expliquer les disparitions de personnes qu'on ne retrouve jamais? Vous êtes sur Géopolitique Profonde, générique. Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler de crimes, de fantastique, des crimes non résolus, des crimes comme vous n'en avez jamais entendu parler, les dossiers de l'impossible. Je l'ai là entre les mains avec la préface d'une page de Bob Belenka. Rien que pour ça, il faut acheter le livre. Moi, je vous le dis très sincèrement, rien que pour lire cette préface d'une page, c'est magnifique. Allez-y, moi je vous le conseille, je l'ai lu d'une traite, j'ai adoré. On va en parler avec notre ami Geoffrey Claustrio. Geoffrey. Voilà. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la lettre de Géopolitique Profonde. Elle est là entre mes mains. Vous cliquez sur le lien ci-dessous. 7 jours d'essai gratuit si vous vous y abonnez. Allez-y. Bonjour Geoffrey, voilà, vous venez de Belgique pour cet excellent livre. Pourquoi ces crimes? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, indépendamment du fait qu'on ne les a pas résolus? On les a pas résolus. Ouais, mais bon. Effectivement, déjà, je viens de Belgique, donc je m'excuse pour l'accent, évidemment. Voilà. Un wallon, vous êtes wallon? Oui, wallon. Ah oui. Ah oui, je parle pas flamand. Oui, heureusement, Belgique, là, voilà. je sais pas si je vous... Tu veux vraiment qu'on parle de géopolitique belge, là, tout de suite? Non, pitié. Je viens en France, ne me parlez pas de ça. Non, donc, pourquoi ces crimes? Déjà, parce qu'ils me fascinent. Je suis vraiment fasciné depuis toujours par ce genre d'affaires irrésolues, mystérieuses. Et pourquoi ceux-là en particulier, ceux dans le livre? C'est parce qu'ils avaient tous, tu vois, un petit côté vraiment mystérieux, fantastique. Donc, on ne sait pas, mais au-delà de on ne sait pas, c'est vraiment la porte ouverte à tous les possibles, en fait. Donc, c'est ça que je trouvais intéressant dans toutes ces histoires. Et quand on dit fantastique, qu'est-ce que veut dire fantastique dans ces crimes? Qu'est-ce qu'on entend déjà par fantastique en temps normal? Donc le fantastique, c'est l'irruption du surnaturel dans le réel. Donc voilà, à partir de là, quelque part, tout est fantastique. Mais dans ces crimes-là en particulier, c'est qu'il y a vraiment toujours un événement très difficilement explicable de façon rationnelle. Donc voilà, c'est ça qu'on entend. C'est un peu le point commun de toutes ces histoires. Il y a vraiment quelque chose qui fait que mais ça, c'est pas possible. On comprend pas pourquoi ils ont fait ça. C'est pas juste, on n'a pas trouvé le coupable. C'est vraiment, là, il y a un comportement vraiment erratique. Il y a vraiment quelque chose qui est pas logique, en fait. Et ce sont des affaires réelles. Et pour le coup, quand on lit ce livre, on se dit, mais en fait, la réalité va au-delà de la fiction. C'est-à-dire que moi, je viens avec une de ces histoires, je vais à Hollywood et je leur dis, monsieur, voilà, j'ai l'histoire, tiens, laquelle, de dossier Roanoke. Le gars d'Hollywood me dit, écoutez, monsieur Borowski, vous êtes gentil, mais là, ça va trop loin de votre imagination. Et pourtant, c'est réel. Ah bien sûr, ce sont des affaires complètement réelles. Et si tu veux, un exemple que la réalité dépasse la fiction, c'est une anecdote qu'on m'a racontée il y a une semaine. Donc, c'est arrivé à des amis. Donc, je vais dîner chez des amis et ils me disent,
je viens de me marier, voilà, vous le saurez. Je viens de me marier et donc ses amis, on discute de l'enterrement de vie de garçon auquel ils ont participé il y a quelques semaines. Ils sont allés à Amsterdam et pendant la soirée, un des jeunes hommes qui était là pour fêter l'enterrement de vie de garçon se fait aborder par une demoiselle. Il dit à ses potes, les gars, on se revoit plus tard. Et les potes ne vont pas le revoir. Ils vont le retrouver le lendemain matin. Bon, ils avertissent la police parce que qui rentre pas de la nuit, normal, hein, enfin normal, pas étonnant en tout cas, on va dire. Ouais. Et ils vont le retrouver le lendemain matin. On ne conseille pas quand même avant de se marier de faire ça. Hein. Non, évidemment, évidemment. On ne conseille pas. Mais pour te montrer, c'est fou. Ils m'ont raconté ça. Je suis resté sur le popotin. On va rester poli pour la monétisation, hein, évidemment. Et donc cet ami, ils ameutent la police et tout, et la police va finir par le retrouver dans une gare à quelques kilomètres de l'endroit où il avait disparu. Et le gars, il se réveille un peu comme ça, vaseux. Il dit, oh là là, j'ai quand même mal au dos. Je vais aller voir à l'hôpital ce qui se passe. Il voit, il avait été incisé, ablation d'un rein. Pour le marché noir, les flics ont dit, ah oui, ça arrive très régulièrement. Et donc voilà, la femme qu'il avait abordée était une rabatteuse pour ce réseau, mais ça arrive à Amsterdam, je veux dire, c'est tout près. Et donc c'est vraiment, voilà, moi je pensais que c'était une légende urbaine, ce genre de truc. Oui, mais c'est pas paranormal, ça. Ah non, c'est pas paranormal, mais c'est dans le sens où moi je l'écrirais, ça. On me dirait, bah non, c'est pas possible, c'est une légende urbaine, ça arrive pas. Et les flics ont dit donc aux gens que je connais ça, mais non, ça arrive très régulièrement. Mais il a été drogué, il y a aucune preuve. À part qu'il lui manquait un rein, quoi. Et heureusement, ça a été fait de façon chirurgicale. Sinon, je ne sais pas ce qui se pourrait passer. Mais tout ça, c'est pour illustrer effectivement ta Maxime que la réalité, elle dépasse la fiction. Alors, c'est fou. On va continuer l'entretien, mais d'abord, je vais présenter nos amis autour de la table. Stéphanie Reynaud, comédienne, journaliste, Tribune Libre. Comment ça va, chère Stéphanie ? Très bien, ravie de vous retrouver. Tu continues tes interviews, tes superbes interviews. Tranquillement, exactement. Et le reste continue aussi. La Cité de l'Histoire. Bon, t'as pu lire le livre un peu, donc tu vas nous dire après ce que t'en penses. Eh ben, je vous en parlerai un petit peu. J'ai commencé à lire, tu me l'as envoyé il y a 2 jours, c'est un gros pavé. Alors vous en avez pour votre argent, parce qu'il y a plein d'histoires, c'est dense. Et donc il y a de multiples histoires dont vous pouvez, chaque période de vie, avoir une histoire différente, vous plonger dedans, et même faire des recherches autour après. Ça nourrit l'imaginaire. Merci à toi, chère Stéphanie. Et enfin, notre ami Jean-Luc Robert, psychologue de son état. Bonjour. Comment ça va ? Depuis hier, bien. Je vous poserai plein de questions sur la psychologie des, je suis là pour ça. Des serial killers, parce que vous aimez bien en plus parler des serial killers, des psychopathes, tout ça. C'est toujours fascinant, comme dit monsieur, d'essayer de comprendre comment l'être humain peut en arriver à faire de tels sévices. J'étais là aussi pour les survivantes. On n'est pas loin dans le fonctionnement, hein, c'est-à-dire des personnes qui aiment faire souffrir d'autres. Et il y a même eu, on sait... et depuis Didi aussi. Voilà, et depuis Didi. Et donc c'est vrai que dans la psychologie, on n'imagine pas, mais il y a des polarités assez extrêmes et on est là, on a toujours l'impression, nous, parce qu'on est dans la moyenne, que ça n'existe pas, mais ça existe bel et bien. Et moi, j'ai lu effectivement quelques passages, ça fait froid dans le dos, mais c'est bien des faits réels et on n'est pas dans le fantastique ou dans le fantasme. Il y a des gens qui vont jusque-là. D'ailleurs, vous allez pouvoir valider ce que je dis, plein de cas, notamment Monsieur Dahmer, que vous devez connaître. On va en parler, Ça, non, j'insiste pas, mais c'est juste pour dire que j'ai donné des exemples aussi, en rapport avec ce que vous me demandez, à savoir d'expliquer la psychologie de ces personnes. Merci beaucoup, cher Jean-Luc. Alors, il y a quelque chose aussi qu'il faut préciser sur ce livre, c'est que c'est coécrit. Est-ce que c'est coécrit avec le commissaire Maillard ? C'est-à-dire qu'il a juste apporté sa vision de commissaire, ou est-ce que c'est coécrit avec lui ? Non, c'est vraiment, en fait... Chaque histoire, donc pour expliquer, chaque histoire est découpée en 3 parties. Donc il y a la première partie qui est la version fictionnelle romancée. Voilà, là je propose une nouvelle basée sur faits réels, un peu comme on verrait des films basés sur faits réels. Et un petit peu comme Pierre Bellemare faisait avant à l'époque. Mais j'ai toujours été frustré en lisant les histoires de Pierre Bellemare de ne pas savoir quelle part était réelle, quelle part était un petit peu fantasmée. Donc je me suis dit, moi je veux pas faire ça, je vais proposer les faits réels. Donc en deuxième partie de chaque histoire, on a vraiment le travail journalistique que j'ai fait pour rassembler vraiment les faits bruts tels qu'on les connaissait. Donc j'ai vraiment compulsé un maximum de sources. J'ai croisé au maximum pour essayer un petit peu de dépouiller toutes ces histoires des légendes qui s'étaient créées parfois parce qu'il y a certaines affaires qui sont plus anciennes et donc forcément beaucoup de fantasmes avaient été étaient venus se greffer sur les faits réels. Donc j'ai vraiment essayé de revenir à la source et en partant de cette base en fait sur les faits, là j'ai demandé au commissaire en fait qui est un commissaire
commissaire haut gradé quand même à Bruxelles, je veux dire 30 ans dans les stupes, 10 ans dans... Voilà, qui a une vraie expérience. Oui, bien sûr, une vraie expérience des crimes, et je peux vous dire que dans les stupes, les stupes, c'est les affaires drogues. de drogue. Oui, je ne sais pas si en France, ça Si, c'est pareil. C'est la même. Ok. Voilà. Mais justement, commissaire Maillard lui-même, lorsqu'il lit ces nouvelles, il est quand même décontenancé pour le coup. Bah oui, forcément, ce sont des affaires atypiques. C'est pas le genre d'affaires qu'il voit tous les jours. Donc oui, il était parfois un petit peu décontenancé dans le sens où il disait, bah tiens, moi j'aurais peut-être procédé comme ça ou tel élément. C'est vrai qu'il est étrange. Par exemple, il y a l'affaire, je parle d'une affaire, c'est les Smiley Face Killers. Donc c'est une affaire aux États-Unis qui a commencé dans les années 90, où là, je veux dire, c'est une affaire où il y a beaucoup de coïncidences, on va dire. Donc plusieurs jeunes hommes, souvent des étudiants, ont été retrouvés. Et à côté d'eux, retrouvés noyés pour la plupart, et à côté d'eux avait été peint un smiley, donc un de ces petits bonhommes comme on voit sur Internet, les petits bonhommes souriants. Et voilà, beaucoup de coïncidences, on va dire entre guillemets. Et là, le commissaire Maillard, il dit... À partir d'un certain niveau de coïncidence, c'est plus de coïncidence. Donc, c'est quoi c'est que ça devient quasiment des faits. Maintenant, il faut les prouver. Mais il dit une coïncidence, ça va, deux coïncidences, bon, ça va. Mais à partir de 3 ou 4, il y a un moment, voilà, c'est plus de coïncidence. Mais est-ce que vous jugez que c'est paranormal parce que non, je vais dire ça différemment. Est-ce que le commissaire Maillard, lui, quand il lit ces nouvelles, il se dit il y a quand même eu des erreurs de la part des enquêteurs dans ces affaires, et donc du coup, on peut penser que c'est paranormal ? Non, déjà, le commissaire, et il le précise d'ailleurs plusieurs fois, son boulot, sa façon de faire, c'est pas du tout de dire mes collègues ont potentiellement fait des erreurs, parce qu'évidemment, moi je me suis basé sur tout ce que j'ai pu trouver, mais pour les affaires récentes, j'ai pas eu accès au dossier, donc peut-être qu'il y a certaines lacunes dans le sens où j'ai pas eu accès aux éléments de preuve comme on dirait, et le commissaire, non, lui est plutôt très terre à terre. Lui, il serait plutôt dans le genre, ça s'explique de façon tout à fait rationnelle. Donc lui n'était pas du tout dans une optique paranormale. Bah justement, lui, comment il explique que il y a des meurtres et il y a des smileys ? C'est quoi ? C'est une signature plutôt ? Alors, ça, j'en ai plutôt discuté en off avec lui. Mais justement, parce que c'est pas précisé en fait. Voilà, ben oui, mais c'est parce que lui, je lui ai proposé sa méthodologie, quelle aurait été votre méthodologie. Maintenant, on va dire en off, lui serait plutôt partisan d'un groupe de personnes qui se coordonnent. Tu vois, parce que cette affaire se passe aux 4 coins des États-Unis. C'est vrai que je l'ai vaguement évoqué, mais c'est assez étendu au niveau de la superficie. Donc, ce serait plutôt plusieurs personnes qui se coordonnent ou éventuellement un copycat. Jean-Luc. Alors, un copycat, c'est un copieur. Un copieur, voilà, quelqu'un qui s'inspire ou qui copie vraiment la méthode de quelqu'un d'autre, soit pour brouiller les pistes, soit peut-être parce qu'il le considère comme un modèle. Ça, Jean-Luc pourra peut-être nous en parler par après, parce qu'il y a une fascination. Mais voilà, il serait plus dans ce genre de choses. Mais le commissaire n'a jamais formulé de conclusion en disant « pour moi, c'est ça ». Il oriente plutôt certaines pistes, il propose certaines pistes, et pour celle-là, il serait plutôt dans ce genre de choses. Mais lorsqu'on veut dire paranormal, fantastique, c'est parce que on ne peut vraiment pas, de manière, on va dire naturelle, expliquer un phénomène. Par exemple, la disparition de tout ce village-là, on ne peut pas l'expliquer ? Pas même par la science, par que sais-je. Donc tu parles de la colonie de Roanoke. Il y a des possibilités scientifiques, évidemment. Il y a les possibilités d'assimilation. Par exemple, celle-là, donc c'est une histoire, c'est une colonie, la première colonie britannique en Amérique, qui a totalement disparu. Voilà, tous les gens ont disparu. On n'en a jamais trouvé aucune trace. Évidemment, pas mal de possibilités ont été proposées, notamment par les archéologues, et celle qui revient le plus, c'est celle de l'assimilation. Mais voilà, donc il se serait mélangé aux Indiens, ça pose... mais ça, c'est quand même rare chez les anglo-saxons. Voilà. C'est plus quelque chose de français, ça. J'allais dire, ça pose un certain nombre de questions, mais voilà, tu es bien placé pour un Français qui va au Canada, qui s'assimile, ça oui. Mais un anglo-saxon, c'est rare. Plus compliqué, mais voilà, donc comme je disais tout à l'heure, en fait, on ne sait pas, et ça, je pense que ça peut toujours être expliqué de façon rationnelle. Maintenant, il faut arriver à prouver le rationnel.
évidemment. Bien sûr. Sinon, voilà, ça reste du est-ce que domaine ça ne du signifie possible. pas, la question que je vous pose par exemple, est-ce que ça ne signifie pas qu'on est maintenant rentré dans une société où on ne cherche que le rationnel et en fait, voilà, on ne peut pas, comme on est on est sorti de la spiritualité à cause de la laïcité, toutes ces choses, et en fin de compte, on ne peut croire que dans le rationnel. On est, je pense, un petit peu trop. Par exemple, je suis fasciné par tout ce qui est, tu sais, les artefacts archéologiques improbables, voilà, ce genre de choses. Tout ce qui est archéologie interdite, archéologie parallèle, tu appelles ça comme tu veux. Et je trouve que, voilà, on est tellement dans ce carcan avec l'histoire un peu telle qu'on l'inculque. Il faut parfois quand même garder l'esprit ouvert et je pense qu'on est parfois un peu trop rationnel quand même que le paranormal au sens large, on va dire, qui est peut-être scientifique, hein, parce que comme on dit, si on mettait un ovni devant un homme des cavernes, c'est de la magie. Enfin, c'est un peu la théorie des anciens astronautes. Hein, ça, je vous apprends rien, mais ce sont peut-être des faits scientifiques, mais que nous on n'arrive pas à expliquer. Donc, je pense qu'il faut quand même garder l'esprit ouvert. Comment le paranormal, la définition exacte, parce que moi j'ai remarqué une chose en interviewant les gens, c'est que chacun a sa propre définition dorénavant des mots. Comment vous définiriez, vous, le terme paranormal ? Moi je dirais paranormal, c'est quelque chose que la science ne peut pas encore expliquer. Je vais dire ça comme ça. Je pense qu'on finira par arriver à tout expliquer, mais par exemple... Les mondes parallèles, tu vois, on commence à voir, là, il y a eu ces particules en Antarctique qui potentiellement prouveraient l'existence de mondes parallèles, voilà. Il y a tout ce qui est les médiums, par exemple, tu sais, j'ai suivi pour un autre livre qui s'appelle Confession d'un exorciste, un exorciste chaman pendant 1 an et demi. Lui parle de mondes parallèles, de différents plans d'existence, plus précisément. Je pense que voilà, on arrivera à prouver leur existence via la science. Et donc, pour moi, le paranormal, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas encore à expliquer. Moi, je le définis comme ça, en tout cas. Il y a une des nouvelles que j'adore, je vous dis très sincèrement, et j'aimerais vraiment que vous puissiez en parler. C'est celle du dossier du Panama. Elle est vraiment fascinante et moi, je me suis vraiment plongé dedans. Si vous pouvez nous en dire quelques mots, parce que vous allez voir, chers téléspectateurs, là, vous allez pas en revenir. C'est une très récente, en plus, celle-là. Bah ouais, c'est pour ça. Donc, ça s'est passé il y a 10 ans, je me demande, c'est pas 2014. Donc, ce sont 2 touristes néerlandaises, donc c'est Lisanne Froon et Chris Kremers, qui vont au Panama, comme ça, elles ont une vingtaine d'années. Et en fait, voilà, elles vont là à but humanitaire, elles vont enseigner dans une école, voilà, mais en attendant que les cours commencent, elle se dit, tiens, on va aller faire une petite randonnée dans la jungle du Panama. Bon, est-ce que c'était une bonne idée, ça bon, ne le faites pas. Hein. Ne faites pas de randonnée là-bas. Hein. Voilà, mais ouais, parce que on va dire pas, hein. entre les cartels, les trafiquants d'organes, potentiellement une tribu cannibale qui, voilà. Donc bon, si j'en parle évidemment, c'est que les 2 malheureuses jeunes femmes vont disparaître. On va retrouver seulement un pied, un morceau de bassin et tout ça. Mais ce qui est surtout le pire là-dedans, c'est qu'on a des photos, des selfies, parce on va finir par retrouver leur appareil photo. Et on va avoir des photos, mais on va voir que des photos sont manquantes, par exemple. Donc, dans la chronologie des photos, les policiers vont retrouver que certaines photos ont été effacées. Puis alors, il y a leur sac à dos aussi qui est retrouvé à un endroit qui avait déjà été fouillé. Donc, il y a tout ça. Et voilà, il y a le fait qu'il y avait cette tribu, qu'il y a cette tribu cannibale supposée dans les environs qui fait que voilà, cette histoire est potentiellement horrible, mais surtout, elles ont disparu sur un chemin qui est très facile. C'est pas qu'elles sont allées dans la jungle, mais elles sont pas allées non plus dans le fin fond de la jungle. Elles ont quasiment disparu sur un sentier touristique. Donc voilà. Et ça m'a fait penser au film Cannibal Holocaust. Je sais pas si vous vous rappelez. Ah oui, bien sûr. Et où, pareil, un peu, des gens vont... alors, je sais plus où c'était exactement Cannibal Holocaust, mais... la fin se finit à peu près comme ça. C'est ça. Et ce qui est marrant, c'est marrant que tu parles de... C'est pas très marrant, mais bon. Non, mais ce qui est rigolo, c'est que tu parles de ce film-là, qui est un des précurseurs du found footage. Donc voilà. Au cinéma, on appelle le found footage. Et c'est justement l'angle d'attaque que j'ai pris pour la nouvelle. Donc je voulais faire une nouvelle un peu en found footage. Donc la fille, en fait, s'adresse à sa caméra et raconte ce qui se passe un peu en temps réel. Ah, et j'ai voulu faire un décompte avec forcément la batterie qui s'amenuise, qui va bientôt arriver à 0. Donc il y a une certaine
certaine urgence et je dévie à un moment vers le paranormal. Ben oui, évidemment. parce que dans votre écriture, moi, vraiment, j'ai adoré ce livre. Il y a une façon d'écrire un peu à la scénariste hollywoodien, quoi. Est-ce que ça, c'est assumé? Bien sûr, j'ai grandi forcément avec le cinéma hollywoodien, donc j'ai vu énormément de films, j'ai vu énormément de séries, j'ai lu beaucoup d'anglo-saxons. Je veux dire, je suis très fan de Stephen King, donc forcément ça a infusé dans ma manière d'écrire. Et donc oui, c'est peut-être pas assumé consciemment, mais si on me fait la remarque comme vous le faites maintenant, je l'assume totalement, parce que j'ai grandi dans cet univers, donc c'est normal que les codes reviennent et se retrouvent dans mon écriture. Quelle est votre histoire un peu coup de cœur? Personnellement, j'aime beaucoup celle des 5 de Yuba City. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, racontez-nous. Ça, c'est une histoire, elle est folle. Donc, ça se passe à la fin des années 70, si je ne dis pas de bêtises, 78, je crois. Et donc, ça se passe aux États-Unis, comme beaucoup de ces histoires incroyables, aux alentours de Chico. Je crois que c'est Los Angeles, Chico. Donc, ce sont 5 hommes, en fait. Ils vont voir en voiture, ils vont voir un match de basketball, ils voient ce match de basketball qui a une centaine de kilomètres de chez eux. Mais c'est juste une ligne droite, c'est une grande autoroute. Donc ils sont là en bas, ils montent pour aller voir le match de basket là, et normalement, ils ont qu'à revenir comme ça, mais ils vont jamais arriver chez eux. Donc forcément, le lendemain, la famille se dit un petit peu, où est-ce qu'ils sont on va ameuter la police et on va finir par les retrouver au bout de plusieurs semaines. Donc je dis comme ça, leur voiture sera vraiment à 30 km, à plus de 100 km de l'endroit où ils devaient se trouver. Mais eux ne seront pas retrouvés tout de suite. On va retrouver leur corps dans la montagne, à près de 30 km à pied au milieu des bois. Mais on va les retrouver vraiment des mois après. Et on va se rendre compte que certains, en fait, il y en a 2 qui avaient trouvé refuge dans une cabane et il y en a un qui est mort de faim alors qu'il avait de la nourriture à disposition. Il est mort de froid alors qu'il avait... il a eu très froid et il a eu très faim alors qu'il avait les 2 à disposition. Et le dernier, on va jamais le retrouver. Donc voilà, et les autres, on va les retrouver leur corps un peu à gauche, à droite dans la montagne. Mais là, la grande question, c'est qu'est-ce qui pousse 5 hommes comme ça à aller en pleine montagne? Parce qu'à un moment, qui se trompe de chemin, bon, ok, pourquoi pas? Peut-être qu'il y avait un mécanisme psychologique, ça Jean-Luc pourra peut-être nous en parler après, mais qu'est-ce qui pousse 5 hommes comme ça à se tromper de chemin, à ne pas faire demi-tour, ou alors à prendre ce chemin, à vraiment aller dans la montagne, à abandonner cette voiture sur un petit chemin de terre au milieu de nulle part, et après à s'enfoncer de 30 km dans les bois, en plein hiver, donc c'était pas, il y avait une couche de neige, a priori même ce soir-là il faisait relativement froid, il y avait un jour de tempête, donc qu'est-ce qui pousse 5 hommes à s'aventurer là est vraiment toute la question, tout le mystère. Voilà, j'en propose une interprétation de nouveau dans mon livre. Alors l'interprétation dans les dossiers de l'impossible, il y a évidemment aussi, parce qu'il y a beaucoup d'histoires américaines, il n'y a que des histoires américaines, sauf une. Il y a quand même une histoire française, on ne va pas en parler, que les gens... Il y a une coréenne, quand même. Il y a une coréenne, une française, mais il y a une histoire française. Voilà, qui donne en plus... La conclusion de cette histoire française donne une légende assez connue, pour le coup. Oui. On en parle pas non, on garde le suspense. Alors. Voilà, on garde le suspense. Vous achetez le livre chez nos amis de BTLV. On va avoir la grande discussion avec nos amis autour de la table. Mais avant ça, page de pub. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.